Carole Benzakan est artiste, une artiste qui a été lauréate du prix Marcel Duchamp en 2004, une artiste qui est très présente sur la scène française et internationale, dont j'avais repéré le travail il y a fort longtemps au musée de Cologne, et qui a souvent une relation particulière avec la nature. C'est une des raisons pour lesquelles on avait montré son travail l'an dernier, et en fait on avait plutôt montré des peintures paysages dans le château. En tout cas, c'est une artiste et également un professeur. Et c'est donc à ce double titre que nous l'avons invité à partager ses pensées avec nous. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation et ce moment sous l'arbre qui évoque beaucoup de choses pour moi au niveau d'abord des schémas ou des récurrences. Je parlais de récurrences et de lieux. Ça peut être naturel, mais la nature, elle est, en ce qui me concerne, la possibilité de rebondir, de marcher, de voyager, de me déplacer. Et de me déplacer pas seulement physiquement, bien que j'adore la marche et la randonnée en particulier, mais de me déplacer aussi techniquement, et je dirais de lieu en lieu. Je crois que, avant de commencer en images, je vais juste me présenter extrêmement simplement et commencer par le début, s'il y a un début, parce que j'ai l'impression que c'est plus complexe, scientifiquement parlant, que nos neurones nos cellules sont plus âgées que nous. Ça m'intéresse beaucoup, cette dimension, je dirais, du paysage intérieur que nous représentons tous, chacun individuellement dans sa partie visible et sa partie secrète, ou ses parties visibles et ses parties secrètes. Ces parties révélées, les images qu'on peut avoir, qu'on peut produire aussi en tant qu'artiste, mais les images aussi qui sont cachées, celles qui sont le soubassement, les fondations de qui on est et qu'on ne connaît pas encore, qu'on est toujours en quête de rechercher. Ça, c'est pour l'intérieur. Alors je vais quand même rendre hommage à tous les précédents orateurs qui étaient passionnants. Et cette biologie, elle est là. Cette histoire, elle est là. Cette géologie, elle est là aussi parce que je suis née le 12 janvier, donc sous la neige, avec le blanc, beaucoup de blanc dans le paysage. Et je suis née le 12 janvier 1964 à Grenoble, mais où mes parents vivaient au-dessus de Grenoble, donc je suis remontée assez vite, très 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 vite, après ma naissance. J'en ai pas forcément conscience, bien que petite, j'ai pu, avant 3 ans, avoir quelques souvenirs, des sensations, pas d'images. Et c'était à Saint-Nizier-du-Moucherotte, dans le Vercors, qui surplombait Grenoble, 4 ans avant les Jeux Olympiques. C'est important parce qu'il y a la campagne, il y a la ville, mais il y a la géologie surtout. Parce que j'adore l'émotion. D'abord, je suis dans l'émotion. Je suis être artiste pour moi, c'est peut-être garder cette part d'enfance, cette part de l'endroit qui est le moteur même du désir de peindre, le désir de toucher, le désir de sentir, le désir de marcher, de glisser, peut-être de s'envoler, parce que j'ai aussi vu les champions de saut. Il y avait le tremplin qui était à Saint-Nizier, et je les ai vus petites, mais je les ai quand même vues, qui décollaient. J'avais très très peur, parce que je me suis dit, mais ils vont tomber à Grenoble, ils vont... Et en fait, ils retombaient avant. C'était des problèmes de distance, de perception. Et la neige, à ce moment-là, il y avait beaucoup de neige. Il n'y en a plus beaucoup, ou même pratiquement plus. C'est un autre temps, le même lieu. Alors, voilà, ça a commencé comme ça. Et cette géologie, elle est
Elle vient du tertiaire, enfin, ces plis de la roche. Ces plis de la roche l'été, recouverts de neige l'hiver. Et cette espèce de plissé où il y a... C'est une peau, et c'est sous la peau, c'est plusieurs peaux, c'est plusieurs couches. En peinture, on peint et il y a des couches. C'est physique, c'est de la matière. Et voilà. Mais je ne suis pas originaire. Je suis née à Grenoble et je ne suis pas originaire de Grenoble. On va commencer par maintenant des images. Je vais me taire un petit peu, je vais vous faire voyager dans mon travail et je reprendrai le fil de la conversation après. Parce que je suis très bavarde, mais voilà, là encore un autre paradoxe, c'est que je suis peintre, je suis dans la sensation, énormément dans l'émotion. Et mes émotions sont à la fois picturales et dans la nature. Dans mon cas, c'est l'histoire. L'histoire de voir le bourdon, le son, j'aimais beaucoup. Ce que Jean disait, c'est que la nature, c'est pas seulement l'œil, c'est tout un ensemble qui nous enveloppe et qui rentre en écho avec nos bruits intérieurs. Parce qu'on a des bruits à l'intérieur. Quand on est en plein silence, ça coule, ça fait du bruit, il y a du vent, il y a des rythmes, des pulsations. Même le cerveau, parfois, on sent que ça chauffe. Je sais pas, il y a quelque chose qui... ça bourdonne, ça travaille. Il y a un paysage à l'intérieur, il y a plusieurs paysages. Et on a plusieurs mondes. Plusieurs mondes. J'ai conscience de ça depuis petite. Et je vais commencer maintenant un petit peu en images et me taire. Alors le beau dans tout ça. Je ne vais pas être ni dans la chronologie, ni dans le récent. Le récent n'est pas présent parce que je suis toujours un petit peu en retard entre la réception et ce que je fais. Quand je fais, je ne montre pas et je me cache. Et j'ai besoin de temps. Et la nature est pour moi l'endroit du temps. On m'a demandé ce que je voulais faire quand j'étais en plein milieu de carrière ou même en tant que peintre, si je n'avais pas été peintre. Et j'ai toujours dit, et je le pense parce que je suis de la ville, mais j'aime la nature, que j'aurais voulu être jardinier. Que si j'arrêtais la peinture, ça serait d'être jardinier. Parce que voir une plante pousser, la complexité que ça représente, planter, mettre une graine, lui trouver le bon sol, le bon terrain, et voir à quel point c'est dur de pousser, de grandir depuis une graine. Il y a un programme, mais il y a tout fait, parce qu'on a une vision de la nature qui est belle, mais ce n'est pas seulement beau, la nature. C'est violent. C'est la vie et la mort. C'est la difficulté à être à côté d'autres espèces. Il y a un combat. C'est le combat de la vie. Et être artiste, c'est aussi un endroit... On ne va pas parler de résilience parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais ça pourrait l'être aussi. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on travaille sur de l'énergie qui peut ou vous détruire ou vous construire. Elle est à l'intérieur, mais elle est aussi à l'extérieur. Quand on voit une bonne graine, maintenant c'est très à la mode de mettre aussi toutes les herbes folles, etc. dans les jardins, mais quand on voit une bonne graine, dès qu'elle commence à germer, sort de terre, elle est toute petite, elle est fragile. Elle est envahie. Parce qu'elle est belle, elle a un projet. Elle est envahie de plein de choses. D'abord de mauvaises herbes qui poussent 3 fois plus vite qu'elle. 3 fois plus vite qu'elle ou 5 fois. Et elle a aussi plein d'insectes qui viennent, des petits insectes qui viennent se nourrir parce que c'est délicieux, hein, la fraîcheur d'une petite pousse. Ça, c'est bon à manger. Alors voilà, là, je vous parle d'une série qui s'appelle Greffe. C'est un paysage. Mais pour moi, la nature n'est pas naturelle, totalement. Donc on va revenir aussi sur cette dimension de l'artefact qui est très importante. C'est un paysage que j'ai traversé, des champs d'oliviers. On n'en voit plus beaucoup la trace, mais il y a des filtres. 2,18 m, c'est un format... Mais ce n'est pas pour moi des formats très grands. Je suis bien dans un espace qui m'excède, l'espace de la toile, le lieu de la toile, et je travaille
toujours par terre, au sol, en peinture. Donc je peins dans l'immersion. Dans ce sens, je crois que mon travail est très relié à la nature, mais au sens d'un corps sur lequel je repose. Et pour moi, la nature est un sol, mais c'est un sol qui porte et qui englobe, qui excède mon être et qui permet à des résonances, une musicalité, des échos filtrés, parce que filtrés, je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas un peintre du paysage sur le mode impressionniste, bien que l'impressionnisme me passionne, mais je travaille sur les filtres d'image aussi, et sur la dimension perceptive liée aux nouvelles technologies, bien sûr à l'hypertextualité, et au lieu dans le lieu. L'image peut être soit la possibilité, l'image photographique, ou mes images photographiques qui ont pu permettre cette série de tableaux, est en fait un travail de perception, que on est dans un rapport au temps, au paysage, qui s'accélère. Il y a une accélération que je veux ralentir. C'est pour moi de l'ordre du percept et pas du concept. On n'est pas dans le cognitif, dans la pensée, mais c'est comment gérer le lieu et le temps et la temporalité. Parce que c'est vrai qu'on a une coupe aujourd'hui avec nos réseaux, nos mondes qui viennent à nous, qui nous morcellent, qui nous fragmentent, qui fragmentent aussi notre instant de méditation devant un paysage. On n'est plus devant le même paysage que quand je suis née, par exemple, ou quand j'avais 3 ans. Il est entrecoupé, pas seulement d'appels téléphoniques, mais de sursollicitation sensorielle, perceptive, et qui sont liées à l'écran. Donc on est dans un basculement ou une réappropriation par l'écran, par la coupe de quelque chose qui pourrait se ralentir et redevenir un corps nouveau du paysage, dans une rythmique. Alors oui, on me dit, c'est toujours un reproche qu'on me fait, on me l'a toujours fait, c'est beau ce que vous faites. J'adore ce mot, parce qu'il n'a pas de valeur universelle, il est subjectif. Il est totalement une possibilité pour moi de fonctionner dans rendre la vie plus belle, créer des réconciliations au temps et au monde dans lequel je suis pour pouvoir, sinon vivre, survivre, rester une plante dans son projet qui est un projet qui nécessite la durée d'un jardin, la durée d'un temps beaucoup plus long que la réception d'une œuvre aujourd'hui. Alors il y a une dimension sociologique, il y a une dimension de réflexion aussi sur le monde dans lequel je suis, parce que comment je peux à la fois vivre émotionnellement et rester libre dans mon propre travail artistique, dans ce rapport où la nature devient un modèle de temporalité qui peut devenir une sagesse, une réflexion sur la sagesse, sur pourquoi aller vite dans son travail. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être trop visible, mais pas trop visible? Qu'est-ce que c'est que l'invisible? Donc, cette expression s'articulait sur 2 lieux. Donc là aussi, la dimension de temps entre c'était les 2 lieux, les 2 espaces de la galerie Nathalie Obadia à Paris. C'était en 2019-2020. Il y avait d'un côté là-bas, c'est la série de tableaux que je vous ai montré sur le champ d'olivier, qui s'appelle Greffe. Et il y avait toi. Là-bas, c'était les champs d'olivier irradiés de couleurs d'écran, mais qui peuvent arriver dans la nature en réalité,
dans les couchants de soleil, dans les fulgurances d'un après-orage et d'une arrivée d'un soleil de midi, et qui en même temps dialogue avec cette vitesse ralentie. Et il y avait toi. Et on arrive à un travail qui était simultané. Hein. J'ai plusieurs laboratoires dans mon atelier, plusieurs lieux. Et la question du style m'importe peu. La question de la reconnaissance immédiate m'importe peu et je m'en méfie. Pourquoi ? Parce que j'ai ces couches archéologiques en moi. Et j'ai ces mondes que je dois gérer. C'est une forme de schizophrénie, mais peut-être recentrée sur l'acte du cerveau à la main. Je suis très merleau-pontienne à ce niveau-là. et j'aime beaucoup ce texte sur Cézanne, et l'œil et la main. Le passage miraculeux, mystérieux de faire passer une sensation, un désir. Un désir, c'est une nécessité de rencontrer un lieu qui se passe dans l'atelier, mais qui rapproche le lointain, au près, au tout près, à l'intérieur de qui je suis, mais dans ses multiples facettes. Donc vous avez cette série qui est peut-être un éloge musical qui s'appelle Portée d'ombre, portée et d'ombre pluriel. Ce sont les ombres sur le sol d'une terre méridionale, les ombres portées de l'île de mon enfance, où j'allais avec mes parents et des amis, l'île de Porquerolles. Et donc c'est les fondus mouvants séquencés aussi, coupés, décalés, et repris dans une relation d'abolition de catégories, ou en tout cas de juxtaposition de catégories, les catégories du dessin et de la peinture, du pastel et du fusain. Et aussi dans cette dimension de capter quelque chose qui pourrait bouger, qui pourrait être fracturé, qui pourrait être fissuré. Mon rapport au beau, c'est un rapport entre moi et le réel, ou le lieu qui m'appelle, qui m'attire, ou que j'induis. Ça peut être ou l'un ou l'autre. C'est fait de hasard, de nécessité. Et c'est tout le contraire de ce que je pourrais appeler... alors ça, on est dans une série sur du verre. Hein, c'est des grandes pièces de verre, là, du 3 mètres par 1 mètre. Et c'est la série Trees, donc des arbres. C'est une peinture sur 4 couches de calque, à l'encre de Chine et au crayon gras, dans des techniques qui sont spécifiques, que j'ai élaborées avec un verrier pour fondre les calques, les fusionner dans le verre et dans une cuisson qui est calculée pour que des choses apparaissent et disparaissent dans un rapport au près et au loin. Toujours ces questions-là. Et je voulais parler du beau à cet endroit, parce que le beau est aussi terrible que bienfaisant. Et il peut ramener dans des lieux naturels où se sont passées des choses terribles, des choses horribles. Ça m'interpelle, cet endroit c'est comme nos êtres, nos corps, nos êtres singuliers. Et c'est là où je vais parler de l'indifférence, qui est contraire pour moi à mon projet et au projet, je crois, de tout artiste qui s'émerveille. Parce que l'émerveillement est une vraie clé au paysage, à la nature, mais à l'œuvre d'art aussi. C'est l'endroit où, entre moi et l'autre, il y a le miracle de la rencontre. Et cette rencontre se fait en pudeur, avec une peau qui me sépare de l'autre, mais qui est tout sauf l'indifférence, mais la différence. Et cette différence, elle est antipaïenne chez moi, donc il n'y a pas de culte à la nature du tout. Il y a réflexion au sens propre et figuré. J'aime beaucoup les mots et le jeu de mots, le jeu des mots ou les mots qui parlent de deux choses en même temps. La réflexion et la réflexion. La lumière qui se reflète, le miroir,
la translucidité, la possibilité d'aller plus loin que la surface qu'on appelle 1 dans le verre, la surface 1, mais il y a des couches, il y a le 2 et il y a le 3. Et ça se fusionne, mais c'est distinct en même temps. Et c'est l'indifférence, c'est-à-dire que c'est tout sauf de l'indifférence. C'est de la différence. Être dans le paysage, dans la nature, c'est faire la différence. C'est faire la différence, c'est ne pas fusionner, mais recevoir, être en dialogue, être dans un rapport où, et j'ai aimé beaucoup le moment des chants d'oiseaux hier, qui venaient prendre leur place. Parce qu'en fait, il y a aussi cette notion de visible et d'invisible. Alors le verre est particulièrement, pour moi, un des endroits clés, mais je vais parler de cette série qui n'a eu aucun succès commercial. C'était dans la même expo. Nathalie Obadia est une très bonne marchande, elle vend beaucoup de choses. Et là, ça n'a pas pris, et pourtant, donc cette série s'appelle Germes rouges. C'est des petites pièces de verre au crayon gras, superposées. Ce sont des arbres, ce sont les mêmes arbres que les oliviers. Dans une autre attaque, où là, tout d'un coup, on est dans ce rouge sang, on est dans les gamètes, on est dans ce côté laboratoire de l'arbre qui devient peut-être des flux internes. Et je pense, parce que je suis d'origine séfarade, juive, espagnole, et donc d'Afrique du Nord, à l'hébreu. L'hébreu qui est un goût plus récent, mais que j'étudie depuis 2006 dans ces termes bibliques, dans les textes, et où le terme « homme » est aussi un prénom très connu, puisque c'est le premier homme, Adam, mais qu'on dit Adam. Et Adam, c'est la couleur rouge. C'est rouge, c'est l'homme, et c'est lié à Adama. Adama, c'est une question de voyelle. C'est la terre. Et ce basculement entre les paysages intérieurs, mais aussi la machine organique que nous représentons avec ses cascades, ses fleuves, ses flux, ses rivières, ses confluents, ses pulsations, ses tremblements. C'est lié aussi à... On est reliés, on ne sait pas comment, parce que c'est dans la différence, c'est dans une séparation, mais dans une séparation bienveillante, qui peut être aussi menaçante, quand la terre tremble, quand la terre se révolte et crie. Elle peut crier, elle a le droit. Elle a eu ses droits, le tertiaire. On a des traces de ces moments qu'on n'a pas vécu et qu'on ne vivra pas, parce que c'était avant l'homme, ou en tout cas avant l'histoire des hommes, avant que l'écriture n'arrive. Voilà, donc on est dans Germes rouges, pièce de 2019-2020. Une autre partie de ma relation à la nature, c'est le jardin méditerranéen. C'est le cyprès, mais c'est aussi l'aveuglement, parce qu'il y a à la fois la neige. Le titre, c'est « Au réveil, il était midi ». Ce sont des très grands tableaux. Ils font 3,50 m de long par 2 mètres. Ce sont des grandes pièces. Je peins toujours en immersion et par lacune. Et là, c'est la relation de la nature, mais reconstruite par l'écran. C'était une catastrophe d'écran. Je travaillais sur une catastrophe. J'étais dans un rapport d'images. Je cherchais des images connues de paysages où je suis allée, ou des cartes postales plus anciennes, mais de lieux où je suis allée, qui appartiennent à ma tante. Et tout d'un coup, il y a un noir absolu. Il y a de multiples écrans qui arrivent. Je me dis, mais c'est fascinant, c'est génial. Ça collapse, ça s'effondre, l'image s'effondre. Et je cherche, évidemment, toujours l'endroit où je vais être dessaisie pour repartir, pas pour tomber dans le trou. Parce que je suis quelqu'un qui aime le vivant. Je ne suis pas fascinée par la morbidité d'aujourd'hui, des images mortifères qui nous enlèvent tout sens, toute signification. Le nonsense, pour moi, c'est cette pléthore d'abondance,
de voyeurisme à l'image qui vient nous détourner, peut-être même de l'éthique. Je peux aller jusque-là parce que je crois qu'on peut aussi être autant pulsionnel que éthique et que ça fait partie d'être peut-être je ne vais peut-être pas être considérée comme une bonne artiste, j'en ai rien à fiche. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus la mode d'être sur-visibilité, sur-représenté et être tout le temps à son maximum. Non, l'effondrement fait partie aussi du moment où on doit être dessaisi et ressaisir le chemin. Se perdre, c'est aussi trouver. Et là, c'est une perdition d'un tableau qui m'a fait retrouver une nouvelle série. C'est Au réveil, il était midi. Ça part d'un poème de Rimbaud. Alors là, ça y est, j'ai un petit blanc. C'est la fin d'un texte extrêmement beau sur l'amour. Mais je vais parler de l'amour, parce que l'amour, c'est très important, l'amour, pour le peintre. L'amour, c'est la rencontre avec... C'est être un, à un moment donné, parce qu'on n'est jamais... C'est être distincte, mais être un. C'est faire union. C'est tout d'un coup entre le matériau, la main, l'œil et la catastrophe, qui n'est jamais une totale catastrophe, mais qui est quand même une catastrophe parce que ça nous échappe et c'est ce qu'il faut qu'on cherche. C'est à cet endroit que quelque chose se passe, mais on n'est plus en contrôle. Et on est toujours entre deux pas, entre le pas du contrôle et le pas de la suite qui va. Et entre, il y a le vertige. Et ce vertige, il est au réveil, il était midi. Et c'est un paysage mythique, connu, ou en tout cas répétitif dans mon travail. Vous allez en voir quelques-uns là. C'est peut-être toujours un peu la même image. Il y a beaucoup de cyprès, il y a des pierres, des gravillons, des plantes du sud, des senteurs et des odeurs pour moi. Et il y a le blanc, parce que le blanc, justement, il est fondamental, parce qu'il est à la fois l'impossibilité de la lumière et la lumière. Je suis pas dénuée de paradoxe, c'est ça. Mais donc ça, au réveil, il était midi, c'est devenu non pas une obsession, mais un endroit où, dans ce lieu, il s'est passé des choses, des mythologies, du vrai, du faux, de la projection, de l'histoire biblique, pourquoi pas, des lieux où il s'est peut-être passé quelque chose, mais peut-être pas. C'est pas forcément du trauma, c'est peut-être aussi des lieux où on attend quelque chose qui doit venir. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais en tout cas, peu importe. Il y a de la mystique chez moi, pour reprendre la troisième catégorie. Il y a un endroit qui éclate de rire, et il y a un endroit très profond et très sérieux. Et c'est les deux. On n'est pas très sérieux en tant qu'artiste, on est des gamins. Il faut rester un petit peu enfant pour pouvoir faire des choses et oser faire quelque chose après Matisse, Picasso et tous ces grands géants de la modernité qui ont... Je parle de Matisse parce que j'ai vu dernièrement l'expo et je fais donc aussi des digressions sur les artistes majeurs. Pour moi, il y a des filiations, hein, il y a des terrains. On a des terrains aussi émotionnels et cognitifs. Moi, donc ça tombait plutôt pas mal. Matisse, Cézanne, Poussin. Quand je crise, je vais voir Poussin. Quand je ne sais plus où la terre tremble trop, je vais voir Poussin parce qu'il me rassure. Il me remet le socle de la construction, de celui qui a dit simplement « je n'ai rien négligé ». Parce que ça, c'est dans ses écrits. C'est une petite phrase tout à fait banale, mais pour moi, elle ne l'est pas. Il va négliger rien, ni le dessin, ni l'histoire, ni le terrain, la géologie qu'il arpente à Rome. Il quitte les mondanités, il s'en va, il laisse la place à Voué qui fait fureur à la cour. Il n'est pas un peintre de cour. Et il va arpenter. Cézanne va arpenter Sainte-Victoire. C'est un corps, c'est une femme, c'est un corps, et on sait que Cézanne était épidermiquement malade, il ne pouvait pas être touché. C'est une maladie, je crois, qui était allé le visiter. Et je crois que c'est Émile Bernard qui le raconte. Émile Bernard va le voir et par maladresse, l'effleure. Cézanne, qui était
un sanguin, monté dans l'atelier des Lauves, au-dessus. Il ne voulait plus le voir. Va-t'en, tu mates. C'était une agression pour lui. Et le corps comme terre, comme paysage, comme senteur, comme goût, mais aussi comme possibilité de fantasme, possibilité de ce qui n'est pas dit. Il y a un très très beau petit texte de Jean-Claude Liebenstein, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un peu vulgaire le titre, mais moi ça me semble, il y a pourtant eu avec un vocabulaire plus chic, mais c'est un titre très très joli, Les couilles de Cézanne. C'est un petit texte extraordinaire de Jean-Claude Liebenstein, je vous le conseille, sur ce rapport de l'hypersensibilité et de l'échec, de la difficulté de sortir quelque chose, de la nécessité de l'échec, pas du mauvais échec, de la nécessité d'une expérience qui va tenter quelque chose qui n'est pas du tout simple, et plus ça va, plus c'est difficile, ça je peux vous le dire. Plus ça va, plus c'est difficile, parce que plus l'expérience est acquise, plus il faut désapprendre. Et quand on voit Matisse, quand on va voir l'exposition, il n'y a pas que des bons tableaux, il y a un processus. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à tout ça, c'est pas que je suis à la hauteur de ces grands géants, mais que je cherche humblement, à mon endroit, sans me comparer du tout aux autres, mais en essayant de préserver cette unicité de ce qui est pas indifférent pour moi, et qui pourrait être ma différence comme tout un chacun. Parce qu'il n'y a pas un regard sur l'art. J'étais un petit peu choquée, à vrai dire, de dire que c'était Santa Croce, il y avait des œuvres mineures, parce que je ne crois pas dans l'art majeur et l'art mineur. Je crois dans l'infinie multiplicité des points d'accroche. Et quand il y a un artiste qui est en vérité, parce que Cézanne parle d'être en vérité, de dire, je vous dirai la peinture, je vous dirai la vérité en peinture, c'est d'être dans une vraie relation, mais qui peut produire quelque chose qui ne soit pas, qui prenne un risque de l'incompréhension, du rejet. Et c'est périlleux, en réalité. On idéalise beaucoup l'art, les artistes. Mais c'est très périlleux de produire quelque chose quand on en a produit quelques-uns. On s'en rend plus compte que quand on est à ses débuts. Les débuts, c'est pure jubilation, jouissance. Je vais vous parler de mes débuts. Parce que là, c'était un peu au milieu. Bon, on va aller aux tulipes. 5 secondes, et après, j'espère que c'est pas trop long, on va aller en 92, 94, 95, ça s'est arrêté là, parce que j'ai voulu m'arrêter. J'aurais pu continuer. On m'a fait le reproche, y compris, je peux vous dire, la Fondation Cartier m'a dit, tu aurais dû continuer à faire que ça, c'était beaucoup plus radical. Certes, mais la radicalité, pour la radicalité, m'emmerde. Elle m'emmerde. Parce que qu'est-ce que j'ai envie? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? C'était délicieux, mais demain, ça sera autre chose. Et ça sera toujours moi. Parce que c'est moi qui ai ce corps et qui est porté par ce désir-là. Et que ce désir-là, il est précieux, il est à prendre en compte. Les tulipes. Je vais vous parler d'autres affects qui font peindre. Voilà les tulipes qui m'ont rendu un peu, toute proportion gardée, parce que moi, la célébrité, je ne vais pas dire, Hortense a dit je m'en fous, mais c'est un peu 19e, c'est un peu, voilà, et c'est bien d'avoir de la reconnaissance, c'est super, mais c'est une sacrée responsabilité, je vais vous dire, pour après continuer. Et continuer, non pas pour continuer en étant cohérente avec soi-même, mais en étant cohérente avec son désir de faire quelque chose encore et d'être fraîche. Alors, j'ai mis en emblématique, parce que peindre la nature, je ne peignais pas la nature. J'ai peint des tulipes, tout le monde m'a dit c'est super beau. Vous savez pourquoi j'ai peint des tulipes?
En fait, parce que j'avais une aversion pour les catalogues de correspondance, de vente des tulipes dans ma boîte aux lettres, et que je les gardais toutes en disant c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ça m'intrigue, ça m'énerve, je ne supporte pas. Est-ce que je suis capable de peindre cet horrible-là pour moi? C'était horrible, c'était laid, c'était moche. En plus, c'est une fleur qui ne sent pas. Moi, j'adore les odeurs. Donc, au départ, je détestais les tulipes. Et finalement, par le chemin, donc, vous voyez, le beau. Qu'est-ce que c'est que le beau? Oui, le chemin de la boîte aux lettres. Le beau, eh ben, parfois c'est le laid pour certains. Donc c'est une dimension relative. Mais on va reparler de cette indifférence. Si ça ne vous laisse pas indifférent, c'est qu'il y a quelque chose. Le pire, c'est l'indifférence. Et on le voit aussi humainement. Ce n'est pas seulement de l'esthétique. Quand on est indifférent, c'est qu'on ne voit plus l'autre. C'est qu'on n'a pas mis cette bonne peau de séparation entre soi et l'autre et qui permettent de voir l'autre. Parce que si on fusionne avec l'autre, si on n'est pas soi-même, on ne peut pas différencier et faire voir que l'autre, il a son propre désir et qui peut passer à côté de vous ou de votre travail et ne pas l'aimer. Ça, ce n'est pas du tout le problème. Il ne faut pas mettre de l'ego là où on ne doit pas en avoir. La seule ambition, c'est de continuer à fructifier, à pousser, à grandir, parfois à se tromper, à faire des erreurs. Et les tulipes, ça a été une rencontre très tôt, et c'est le pastel gras, l'huile, que j'ai fait avec John Mitchell. Ça a été ma rencontre, la bonne fée. Une rencontre extraordinaire de passage de témoins. J'arrivais à l'exposition des diplômés des Beaux-Arts, où j'étais inclus, et John Mitchell était présente, puisqu'elle était la présidente du jury. Et Yves Michaud vient, qui était le directeur de l'école. Donc c'est le pastel qui est là. C'est fait avec elle, c'est à 4 mains. C'est ma seule pièce faite à 4 mains, mais je la montre parce que c'est pas qu'elle a initié les tulipes. Les tulipes existaient. Le début, elle était venue à l'atelier et on a fait ce pastel. Elle m'a invitée après avoir vu quelques tulipes. Mais elle m'a donné le prix sur un travail qui était plus beaux-arts, qui était certes bon, mais qui était plus beaux-arts, plus école encore. Et j'arrive totalement 2 heures en retard parce que j'étais super stressée, j'étais très sauvage à l'époque, je n'arrivais pas à articuler. J'avais peur. Peur du monde, de l'art. Et donc j'arrive, Yves Michaud vient, ah, vous avez eu le prix, je vais vous présenter à John Mitchell. Et puis il y avait John Mitchell. Avec Nathalie Obadia. C'est comme ça, parce qu'on m'a demandé aussi comment vous avez fait pour le mariage. Je ne saurais pas vous dire comment je pourrais aujourd'hui, comment avoir une galerie. Je suis absolument dans une incompétence à cet endroit. La seule compétence que j'ai, c'est de bouger et de désirer des choses à faire. C'est suffisant, mais ça permet des fois des belles rencontres. Et je crois que la beauté au paysage, c'est une rencontre. Je crois qu'on est choisi par des lieux et pas par d'autres. Et je crois qu'aussi on choisit. On choisit des lieux ou on désire des lieux. Alors c'était chimique. La tulipe, elle est exactement l'archétype pour moi de ce que je détestais et ce que j'adore. Parce qu'elle ne me laisse pas indifférente, parce qu'il y a une origine. Mais je n'ai pas le culte de l'origine non plus. Je n'ai pas la fascination de l'origine. Il y a une origine, mais on en a tous une, et elle est précieuse en même temps, parce qu'elle est le noyau dur de qui on est. Mais en même temps, la tulipe, on en crée encore, comme les roses d'ailleurs, je trouvais ça génial. Et on crée des tulipes. Et il y a des tulipes, la tulipomania du XVIIe, qui est un moment extraordinaire où la fleur tulipe valait plus que de l'or. Elle était extraordinairement précieuse, c'était une folie totale. Et notamment, la tulipe perroquet, c'est une tulipe malade. Est-ce qu'on peut envisager de créer, à partir d'une maladie, une nouvelle espèce, une espèce de tulipe qui devient une des plus précieuses? C'est ça aussi le pouvoir de l'art, c'est le pouvoir du biologiste, du jardinier. C'est tout d'un coup, c'est le pouvoir. C'est un petit pouvoir, mais c'est un pouvoir d'accompagnement à quelque chose qui est de l'ordre de... À l'endroit où ça s'effondre, à l'endroit où c'est peut-être considéré comme une tare, il peut y avoir du beau aussi. Et il peut y avoir une surprise. Moi, c'était dans le mauvais goût que représentaient ces tulipes, qui sont devenues une série sur 3 ans, mais que j'ai arrêtée. Parce que c'est vrai que j'aurais pu continuer. Et je n'ai pas continué. Et je dois dire que là,
La guérilla a été tout à fait accompagnante. Elle m'a pas du tout... Il n'y a pas eu de combat. C'était évident qu'il fallait que je m'arrête. Ce sont des grands tableaux en général, là, qui font 2,60 m par 2,60 m, celle-là. Elle est à la collection Fondation Cartier. Et c'était à la fois exactement ce qui se passe dans la coupe, le coupé-décalé, mais de ce qu'est une séquence du naturel qui ne l'est plus trop, parce qu'il y a aussi cette main de l'homme à l'intérieur même du processus de création, y compris dans la nature, dans les modifications génétiques qui permettent de continuer finalement, peut-être d'une façon politiquement non correcte aujourd'hui, je ne sais pas. Ce qui me plaît dans le beau, ou dans ce mot qui est un vrac de tout, où on peut mettre tout et son contraire, c'est qu'on peut être dans l'éthique, dans la morale, mais en même temps, ça échappe totalement à la morale. Il n'y a pas de morale. Il y a un endroit où les choses s'imposent à un autre niveau. La nature ne juge pas. Elle accepte jusqu'à ce qu'elle se révolte. Mais jusqu'à ce qu'elle craque. Mais est-ce que c'est une révolte? C'est une projection de ma part, parce que j'accepte de vous dire des choses qui sont purement subjectives. Je ne suis pas du tout scientifique, et ni philosophe. Mais la philosophie peut m'intéresser. Mais les sciences peuvent m'intéresser parce qu'il y a des choses qui peuvent... Parce qu'on est connecté, que ce qui me gêne dans le monde d'aujourd'hui, c'est le fait que, contrairement à ce qui se passe ici, c'est que des mondes ne se rencontrent plus. Parce qu'on est tous plus qu'une monade à nous-mêmes et qu'on ne va pas du tout chercher qui est l'autre et à quoi il pense, même si c'est interpellant de voir quelqu'un qui aborde le sujet autrement que nous, qui prend la chose autrement. Mais s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas la civilisation. Et je ne dirais pas, ce n'est pas un singulier, en fait, je me trompe, c'est un pluriel. Alors, voilà, les tulipes, c'est un moment du lait pour moi. Et c'est un moment en même temps où, après un an de tulipes, John Mitchell, après ce pastel Morée 2 mois plus tard, m'a invitée chez elle, à Véteuil, et elle avait un historien d'art qui travaillait sur Pissarro, dans une petite serre, donc c'est très symbolique, et qui apprenait la peinture avec elle, mais il faisait sa thèse sur Pissarro, et sur l'impressionnisme, et donc cette région de Véteuil, etc. Et il y avait ses premiers crayons à l'huile. C'était des oil sticks, ça n'existait pas, ça venait de New York, il était américain. Et elle me dit, essaye, parce que je me dis, mais je dis exactement la même chose autrement, c'était peut-être... Elle était contre les peintres qui parlaient. Moi, je suis... Voilà, je pense qu'on a tous nos singularités. Or, je continue à parler, puis je me dis, mais corrige, je ne me rappelle plus son prénom, bref. Et je lui dis des choses. Je n'étais pas prof, j'étais jeune, mais je lui dis des choses de peintre. Je lui dis la vérité de ce que je déteste, les gens qui disent « Ah, c'est très beau, c'est chouette, ça n'en pense pas moins. » Non, parce que l'échange, il est dans la friction de dire quelque chose. Ce n'est pas un jugement, mais c'est dire « Je vois ça, je vois ça. » Et elle me dit « C'est exactement vrai. » Et puis elle me provoque, elle me dit « Prends les... » C'était une femme extrêmement forte, mais d'une puissance picturale et d'une générosité incroyable. Et d'une violence incroyable. Et elle me dit, essaye ça. Alors j'essaie modestement à faire un petit grabouillis de ces oil sticks sur un super beau papier. Et vlatipa que John arrive, prend des crayons, ces sticks, et elle se met à commencer à faire un John Mitchell. Et puis, j'étais avec mon compagnon de l'époque. Et tout le monde il y avait l'assistante de John Mitchell, il y avait l'historien là. Et tout d'un coup, on a eu un moment... C'est pour moi un passage de témoin, mais c'est exactement ce dont je parle par rapport à la nature. C'était un moment de rencontre. Mais un moment de rencontre où on s'est oublié, on n'était pas en représentation. Je me dis, elle fait, est-ce que... Et en fait, c'était plus fort que moi, c'était plus de la représentation. On était là, et tout d'un coup, il y avait une espèce de plaisir de faire quelque chose à deux. Et je me suis mise à faire mes tulipes avec John, qui faisait un John. Et à un moment donné, elle me dit, mais continue. Je lui dis, je crois qu'on peut s'arrêter là. Parce que c'était un combat de territoire, quoi. Il y avait quand même un terrain de jeu. Et ce jeu, il est ludique et il est aussi ce dont je parlais de singularité. C'était deux singularités qui se rencontraient sur une surface pas très grande.
Et elle me l'a donné. Voilà. Donc ça, c'est un moment de ce que je pouvais appeler la question de la rencontre, c'est la rencontre de soi à soi, mais aussi de la rencontre à l'autre. Et ça peut être par le beau ou par la répulsion ou par l'attraction. En fait, c'est plutôt ça. Le beau est... Et alors, j'ai envie, parce que je suis très romantique, de vous dire quand même une citation, parce que j'ai une vocation aussi... J'ai hésité avec la littérature et surtout la littérature. J'aime le texte, j'aime les mots. Et j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup Rilke. Et cette phrase issue des élégies de Duino, la beauté, c'est le commencement de terrible, c'est traduit comme ça en tout cas, c'est ma meilleure traduction, il y a plusieurs, c'est le commencement de terrible qu'à peine à ce degré, nous pouvons supporter encore. Aller chercher cet endroit. Je peux vous dire que dans un parcours long, c'est pas gagné. Parce qu'une fois, il peut y avoir un éclat. Mais comment susciter? Alors, chacun a ses stratégies ou ses intuitions, plutôt que des stratégies. Ce n'est pas des stratégies d'intégration, mais plutôt de se laisser rencontrer par le dessaisissement, qu'il soit d'une connaissance technique ou parce qu'on cherche tout le temps, on est tout le temps en contrôle en même temps. On a envie de réussir, donc on contrôle. Et il faut contrôler. Enfin, c'est pas du tout l'éloge de l'incontrôle. Je supporte pas ce retour à la peinture qui veut faire comme les fous et qui n'est pas. Cette dimension de on n'est que dans les tripes et puis on ne sait pas parler et on ne sait pas et on va surtout rester dans cette espèce de pulsion purement brute. Je n'y crois pas aujourd'hui, parce qu'il y en a, oui, mais il y a des projets comme ça et qui sont sublimes. Mais quand on généralise un système et qu'on en fait de l'indifférenciation, ça ne marche plus. Ça devient un code. Comment décoder? Alors, je ne sais pas pour juger. Oui, je crois que je juge quand même. Je trie. Je trie dans le monde de l'art, dans ce qui est la réception. Mais par contre, le plus grand tri, c'est entre un geste vrai pour soi et un geste faux qu'on produit. Et il y a un abîme. Et je vais peut-être finir sur ça, parce que je ne veux pas vous embêter, quoi. C'est très long, c'est un processus. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans de parcours, j'espère qu'il sera encore très très long, parce que j'ai l'impression d'être une vraie débutante, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que je n'ai pas fait, et de prendre plus de risques, et c'est de plus en plus compliqué, mais c'est surtout ce rapport au temps qui nous comprime, qui fait que c'est plus compliqué qu'avant de trouver l'espace-temps de cette nouvelle rencontre. Et il faut pouvoir pousser le monde dehors, mais il ne faut pas trop le pousser non plus, parce que je ne suis pas autiste, et que j'aime les gens. Alors là, c'est autre chose. Je revenais de Los Angeles, j'ai vécu 7 ans à Los Angeles. C'est le fameux prix Marcel Duchamp. Le fameux prix Marcel Duchamp qui m'a fait très très peur. J'arrive de Los Angeles, j'ai passé 7 ans, je devais passer que 4 mois. Fille du désert, climat Maroc, donc un peu les origines, enfin, le sud, écrasant, la lumière blanche, la beauté des ciels et le désert. Et je reviens à Los Angeles, de Los Angeles définitivement d'un coup, pensant que quelque chose n'était plus possible là-bas et qu'il fallait que je ramène cette expérience ailleurs. Et je pensais avoir une année de blues. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup l'improvisation et j'aime beaucoup le jazz. Et j'ai, à Los Angeles, été imprégnée et mes amitiés étaient avec des gens comme Billy Higgins, des grands drummers, des grands... Ouais. Et qui d'ailleurs avait un workshop dans le ghetto, je vivais dans le ghetto, et qui invitait tout le monde, le ghetto noir américain, que les Noirs appellent, que les Noirs américains. Ça se dit plus maintenant. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop wokistes ou je sais pas quoi, parce que je vais me faire taper dessus. 5 minutes. Et donc,
Billy organisait des workshops gratuits ou sur donation de $1 ou plus pour qui pouvait. Et il y avait tous âges. Et il appelait ça, il y avait un premier temps où il mettait il y avait des bébés, il y avait des enfants de 2 ans sur les drums, il les mettait. Et son écoute, mais je pense que c'est pareil que pour le regard. Quelqu'un qui sait regarder, c'est du temps. Ça s'apprend, c'est pas inné de regarder. Regardez. Et plus vous regarderez, plus vous pourrez voir des choses. Et vous pourrez voir hors là, pour être un peu en contrepoint, hors du cerveau, c'est-à-dire hors de ce qui pourrait être le contrôle, mais voir au niveau du percept et pas du concept. Donc se défragmenter, se synthétiser. On arrête d'analyser, on perçoit. Qu'est-ce que c'est que le percept? Et qu'est-ce que c'est que recevoir? Parce que l'œil, il est lié à l'ouïe, il est lié à tout. Et Billy était un monsieur âgé qui écoutait. Et son écoute, il y avait des bébés qui commençaient à jouer. Mais des bébés de 2 ans, enfin des petits, pas des bébés, mais qui savaient déjà tenir les sticks. Et il commençait. Et Billy était juste à côté. Il commençait à jouer un petit peu. Et ça jouait. Et c'était incroyable. C'était des trucs de dingue. Et deuxième partie, il appelait ça conversation. Tout le monde pouvait improviser. Et il y avait des enfants. Mais ce n'était pas le savoir-faire. C'était l'enfant la fille, une fille drummer, déjà incroyable, petite de 5 ans, qui était en colère vraisemblablement contre ses parents, je ne sais pas, qui commence à faire ça. Alors, c'était pas... pour des académiciens, ce n'était pas de la musique. Pour Billy, ça en était. Et ça commençait... Et lui reprenait avec un autre drums, d'autres. Et à la fin, tout le monde pouvait y aller à l'intérieur. Et créer quelque chose qui n'était pas du tout de l'ordre du profit d'un enregistrement ou d'un... Voilà, on n'était pas dans les likes de... Mais attention, je ne critique pas ces nouveaux médias. Et donc ça, c'est pour dire que cette expérience-là, bon, je reviens avec le blues, mais avec la nécessité de rentrer au pays. Cette exposition est programmatique de mon retour, Search for the New Land, un album parce que tout se connecte en réalité. La vue, l'ouïe, pour moi, tout se connecte. Les sensations, les départs, les arrivées, les retours qui sont un futur et qui ne sont pas une nostalgie. Et c'était un retour vers autre chose. Et j'avais une exposition à Stockholm et on m'avait pré-choisi dans le prix Marcel Duchamp. À l'époque, c'était différent. On avait une exposition. Celui qui gagnait le prix avait, 4 mois plus tard, une exposition complète au 315. Et j'étais à Stockholm. On m'apprend que je suis lauréate. Alors que je pensais avoir une année à l'américaine. J'allais m'acheter une petite voiture d'occasion et rouler en Europe et faire l'américaine en retour en France, aller revisiter l'Europe comme font beaucoup les Américains, et avec cette dimension d'élasticité du temps. Et tout d'un coup, cette élasticité du temps dont je parle tout le temps parce que c'est mon obsession, parce que le temps pour moi c'est de l'espace. C'est l'espace qu'on s'accorde, qu'on n'a pas forcément, plus forcément. Je suis à Stockholm, très angoissée parce que mon atelier étant, j'avais de retour tout fait des travaux. Donc, il était impraticable pendant 1 mois et j'étais à Stockholm, il fallait que je rentre pour commencer à préparer une exposition. Et c'est commencé déjà en 2004, on commençait à vous dire d'abord, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il y a d'abord la communication, c'est-à-dire qu'il faut d'abord parler de ce que vous faites avant même de l'avoir fait. Vous voyez, ces compressions de l'urgence du temps. C'était dingue. Alors moi, j'ai dit, avec le prix, je me suis acheté une Volvo, parce que tant qu'à faire, gagnant un prix, autant s'acheter un trophée. Et j'avais envie d'une belle voiture pour partir en... Bon, c'est pas très bio non plus, c'est pas très... Là, je suis pas très écolo. En plus, c'était une Volvo diesel que j'ai revendue depuis, parce qu'apparemment, on peut pas rouler avec. Pour la petite histoire. Mais j'ai ma Volvo, j'ai écouté... ça commence à m'horripiler. Puis là, je dis, écoutez, je vais aller... Parce qu'à Stockholm, j'ai eu une vision. La première fois que j'ai une vision. C'est-à-dire, je me réveille le matin dans le stress absolu de me dire, faut, en fait, mon projet, mon plan d'être lazy, de me répandre un petit peu, d'enlever toute pression et d'être dans une balade au sens du jazz, avec une rythmique particulière, ce n'était plus possible parce que mon projet est capoté. Et là, je vois des moutons
je me réveille le matin et j'ai une vision, je vois des moutons dans un espace très vert et très rond, comme dans les volcans d'Auvergne. Pour moi, c'était les volcans d'Auvergne. C'est l'Auvergne. Je me réveille avec c'est une image un peu éveillée. C'est pas un rêve complet, mais c'est une vision. C'était sûrement un besoin. C'est une projection d'un besoin compensatoire à la pression qui m'arrivait, parce que le succès est plus dangereux que l'échec. Attention, moi je fais très attention à ça aussi. Attention au succès. Moi, pour les jeunes dont je m'occupe et qui sont des brillantes, parfois il y a des succès qui brisent. Quand ça vient trop tôt, ça peut... L'orgueil qui monte, on décolle, et puis pouf, ça retombe. Donc il faut faire très attention. Moi je leur dis, mais faites attention. Bien sûr, il faut des succès, mais méfiez-vous plus. Il vaut mieux une longue nuit, qu'une surexposition de jour parce qu'on crame. La nuit, on peut encore entendre les chants et attendre le jour qui se lève. Faites attention au soleil de midi, trop tôt. Et là, les moutons... Donc je vais en Auvergne, je pars en Auvergne avec une Volvo, j'arrive à Rion, petit hôtel, on me prête un atelier dans une ancienne usine de la CETA, et je ne trouve pas de moutons, parce qu'il n'y a que des vaches. Et alors pour finir, donc, cette série de la nature et de la beauté de la nature, et je finirai sur ça, parce que c'est en même temps du temps, du lieu, et une spéculation qui est arrivée quand même. J'ai pas mis une semaine. J'ai commencé par réseau à aller chercher des moutons. On m'a dit dans le sud, après Clermont-Ferrand, il y a des petits éleveurs, il y a 200 bêtes. Mais je dis mais je veux pas 200 bêtes, moi j'en veux 2000. Je veux un vrai troupeau. J'ai une image, je veux quelque chose de fort. Mais je vais chercher quand même mes 200 bêtes. Je trouve rien. Il faisait une canicule pas possible. C'était le mois d'août et l'expo était en novembre. Donc je me dis oh là 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 là, dans quelle galère je me suis mis. Je savais qu'il fallait ça. Et je vais me baigner dans un des sublimes lacs sans fond de volcans, dépité et déprimé. Et là, la personne que j'avais rencontrée qui m'avait dit qu'il y avait ça, m'appelle, me dit écoutez, où est-ce que vous êtes? Vous avez trouvé? Je dis non, il me dit écoutez, j'ai une autre idée. S'il y a un monastère dans lequel ils ont des brebis, allez-y. C'est où? Je prends et j'étais à 5 minutes en voiture. J'y vais, arrivent les vêpres, il y avait à Capella des champs de moines, et là, de fil en aiguille, j'appelle la bonne personne. Ils n'en avaient plus parce que c'est bon, j'attends que la messe finisse pour demander au père prieur, accompagnant. Enfin, et j'appelle, et on me donne, mais madame, on n'a plus de brebis ici, mais on connaît des regroupeurs de troupeaux. Et là, caché, et là, j'appelle. Alors, au niveau du responsable de ces regroupements de petits troupeaux, j'arrive à ce monsieur qui me dit bon, je vous donne les téléphones. Les téléphones portables, c'était des talkie-walkie comme ça. Et j'appelle 2 bergers qui répondent jamais au téléphone parce qu'ils sont perchés, ils sont pas du tout, ils ont un choix de vie totalement autre. Et je tombe directement, le premier appel, sur un berger qui me dit mais venez demain 6h, on se retrouve en bas au camp militaire. Et c'était l'époque où je pouvais, enfin je l'aurais peut-être pas, je le ferai plus maintenant aujourd'hui, mais en toute innocence, je retrouve le berger dans son 4x4 et on monte. Et là, ça a été une panique à bord parce que j'avais une caméra vidéo. Je suis restée 24 heures dans un moment suspendu où il y avait 2500 bêtes. C'était bien mieux que l'image que j'avais. C'était une réponse d'intuition totalement barrée d'une artiste un peu allumée quand même, et où j'ai trouvé... Mais j'étais tellement affolée, il y avait tellement de choses, c'était tellement splendide que je suis pas du tout... Je revendique l'amateurisme. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en fait, je cherche à me dessaisir du professionnalisme et à rester amateur. Et là, tout d'un coup, j'étais avec ma caméra, je cherchais à capter tout. Et il y a cette série Travelling. Maintenant, c'est 7 tableaux, mais il n'y en avait que 6 à l'époque. J'ai augmenté d'un, tout dernièrement, et qui s'appelle Travelling, parce que pareil, Travelling, c'est à la fois le travelling technique et c'est le travelling du voyageur que je suis, et qui va chercher parfois, midi à 14h,
et qui est parfois choisi par des lieux, mais parfois qui va les créer. Et ils se réalisent comme des graines qu'on plante, qu'on ne voit pas et puis qui arrivent. Et cette série était donc... bon, je vais conclure sur ça. C'est que, en fait, ce qui est beau dans notre relation à la nature, parce que là, c'était comme un rendez-vous en même temps, mais un rendez-vous presque un peu forcé, au forceps. Je suis allée le chercher, j'allais pas trouver, puis ça s'est fait d'un coup, et ça a créé une série, mais qui a inauguré aussi tout un changement dans mon travail après. Multimédia et complexe, où j'ai opéré plein de ruptures, plein de coupes, plein de nouveaux espaces. J'en cherche encore d'autres. Je vais continuer à voyager. Et ce qui est beau, c'est de pouvoir rester humain dans la nature. Donc, être toujours dans un rapport d'écoute. Je crois qu'il y a un dialogue qui se fait. Je crois beaucoup au dialogue. Je crois qu'il n'y a pas... Il faut faire très attention aussi avec l'idéalisation du naturel comme beau, effectivement, parce que c'est un concept qui peut figer, en fait, la relation au vivant. Ce qui est beau, c'est qu'on puisse accepter d'évoluer avec les erreurs et les forces qu'on a individuellement et collectivement. Et je crois qu'il y a un projet d'utopie. On montre la morbidité de la nature, abîmée par l'homme, ça ne donne pas envie. Mais si on montre des images qui sont des images où il y a une universalité, mais pas une unicité. Une universalité, c'est être dans la distinction individuelle sur un projet de beauté, mais qui nous concerne tous. Parce qu'il y a quand même du beau dans le monde, et la Terre est fragile, et on peut être peintre et à la fois faire des tableaux subjectivement et se dire que ça vaut le coup quand même d'échanger, y compris avec ses ennemis, avec ceux qui vous méprisent, tout simplement. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir avancer dans un projet de beauté du monde. Et voilà, j'ai envie d'être dans cette espérance, un peu naïve.